Bonjour, merci à tous d'être présents. Je vais passer très vite la parole à Raphaël Mess, qui est donc conseiller d'animation sportive à la délégation régionale académique à l'engagement et au sport de Bourgogne-Franche-Comté et qui va intervenir sur des grands axes et des grandes idées sur une vie saine dans un environnement sportif, enfin, adapté au monde sportif. Et ensuite, moi, je compléterai avec des propos sur la stratégie nationale sport santé du ministère chargé des sports, ainsi que par un dispositif qui s'appelle le dispositif Process, qui aide des clubs à être promoteurs de santé sur leur territoire. Raphaël, je te laisse. Oui. Bonjour, Raphaël Mess. Je contextualise un peu cette intervention. Je la fais dans le cadre de la prévention du dopage. Donc, avant de parler de dopage, voilà, c'est quelque chose qui peut être très vite rébarbatif. Je parle des aspects comment éviter le dopage. Donc, pour ça, une hygiène de vie saine et on va balayer un peu beaucoup de choses qu'on connaît, que vous connaissez, mais c'est toujours bon d'avoir un petit rappel là-dessus. On va déjà commencer par le sommeil, après on verra l'alimentation. Si on respecte pas tout ça, on est fatigué, donc les blessures, quel type de blessures, et les addictions. Le dopage, on n'en parlera pas, voilà, c'est pas le lieu, mais ouais, pas le moment. Voilà. Donc, le sommeil, une petite définition qui résume pas mal. État physiologique normal et périodique caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance, la résolution musculaire, le ralentissement de la circulation sanguine et de la respiration et l'activité onirique. Alors, l'activité onirique, c'est les rêves. Voilà. C'est quand une personne rêve. Le sommeil et ses phases oniriques sont essentielles à l'équilibre physiologique, émotionnel et mental et elles sont nécessaires au bon fonctionnement du cerveau et vitales à l'existence. Donc, par cette définition, on se rend bien compte que si on dort pas bien, on n'est pas bien. D'accord? Il y a plein de choses qui vont arriver et le corps va être en souffrance derrière s'il y a un manque de sommeil. Il dit manque de sommeil par rapport aux performances sportives, voilà, et même dans la vie de tous les jours. Ça, c'est quand je dors bien, je suis sur un nuage. Hein. Alors, le sommeil se décompose en cycles et en phases. D'accord? Il y a plusieurs cycles j'allais dire, dans une journée, dans une nuit. Alors, on part sur des moyennes. D'accord? Et on va voir un petit peu ce qui explique les différences entre des gens qui dorment beaucoup, qui ont besoin de beaucoup de sommeil et d'autres qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc, c'est entre 4 et 5 cycles par nuit. Et chaque cycle dure entre 90 minutes et 120 minutes. On voit déjà là toute la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui aura besoin de 5 ou 6 cycles de sommeil dans une nuit avec 120 minutes à chaque cycle, ou une personne qui a besoin que de 3 cycles de sommeil avec 90 voire 80 minutes de sommeil. Et c'est là où, quand on pose les questions, quand il y a des groupes, il y en a qui disent, moi j'ai besoin de 5 heures de sommeil. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui dit, moi j'ai besoin de 5 heures de sommeil, je suis fin bien derrière. Il a bien de la chance. Moi, j'ai besoin de 10 heures de sommeil, 9, 10 heures pour être bien. Si j'ai pas ce quota-là, je suis fatigué. Donc voilà, chacun après se retrouve un petit peu dans le nombre de cycles. Après, on va voir un petit peu ceux qui sont importants et qu'est-ce qu'il y a dans chaque cycle. Donc le sommeil est construit de 4 ou 5 cycles, ce qui est une moyenne. Et il se décompose en phases. Il y a 4 phases systématiquement dans chaque cycle. Endormissement, sommeil léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal, sommeil onirique. Voilà les règles. Donc on va un petit peu détailler tout cela, à quoi ils servent, etc. Donc la phase d'endormissement qui est un petit peu plus longue lors du premier cycle, qui dure environ 10-15 minutes. Cette phase d'endormissement, c'est quand on baille, on a les yeux qui tombent, voilà, on a une chape un petit peu qui s'abat sur nous. Euh, c'est aux environs de 20h, 20h30, ça va dépendre un peu des gens. Si on laisse passer ces 10-15 minutes, cette phase d'endormissement, ping, on pète la forme, on est de nouveau, on a passé le cycle et on est de nouveau bien. C'est pour ça que des fois on dit, oh là là, j'étais fatigué. D'un coup, je suis bien, donc je suis pas fatigué. Non, on a simplement loupé le premier cycle, on verra après, qui est le plus important. Par contre, les phases d'endormissement qu'on retrouve entre chaque cycle,
elles sont plus courtes dans la nuit. Elles durent environ 1 à 2 minutes. Et c'est là où les gens se réveillent. Quand on entend les gens qui disent ah ben moi je me réveille à 3 heures du matin, à 1 heure, à 2 heures, c'est qu'à ce moment-là, dans cette phase d'endormissement qui est de 2, 3 minutes, eh ben il y a eu un bruit, ou alors on a envie d'aller aux toilettes, ou pour X raison. Et hop, là on se réveille. C'est cette petite phase. Donc s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas un besoin, eh ben hop, on tombe automatiquement dans l'autre cycle. Voilà. Donc ça va répéter un peu ce que j'ai dit, hein. C'est une phase quand même brève, importante pour la qualité du sommeil. Elle prédispose le corps à un sommeil lent et profond. La première phase, dont l'efficacité dépend de la fatigue accumulée durant la journée, dure de 10 à 15 minutes. Les suivantes ne durent que quelques minutes. Voilà. Le fait de pratiquer une activité physique, c'est important la journée. On a un meilleur sommeil. On verra tout ça dans la stratégie nationale sport santé. Le sommeil lent, donc c'est celui qui arrive juste après cette phase. Sommeil léger, c'est un peu le sommeil qu'on retrouve quand vous faites une sieste. Vous savez, on est là, on dort, on entend tout ce qui se passe à l'extérieur, mais on pionce quand même et on récupère quand même. D'accord. Voilà. Et ça permet déjà de récupérer. Il y a une certaine activité mentale et un relâchement musculaire. On récupère pas tout, mais voilà, on fait, on a quand même une récupération. Et derrière, on bascule sur le sommeil lent, profond. Qui celui-là est très récupérateur, c'est le plus important. Il récupère des micro-blessures, hormones de croissance pour les enfants, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent lors de ce sommeil lent profond. Et là, vous pouvez dormir. Sur le sommeil avant léger, ben, vous entendez un bruit, vous vous réveillez. C'est ce qui se passe quand on s'endort à 1 heure devant la télévision et puis qu'à la fin de l'émission ou des infos, il y a la pub, bing, c'est plus fort, on se réveille. Sommeil lent profond, ça peut ronfler à côté, il peut y avoir du bruit, voilà. Il n'y a pas de problème, vous dormez et vous récupérez. Corps immobile, activité mentale très faible représente la meilleure phase de récup pour l'organisme. La durée du sommeil lent profond est importante pour que le sommeil soit réparateur. Sa durée ne dépend pas du nombre d'heures de sommeil, mais du niveau de fatigue accumulé durant la journée. Et on retrouve toujours cet exercice physique augmente le sommeil lent profond. Euh, c'est très important de ne pas louper les premiers cycles. Les 2 premiers cycles sont les plus importants. Si on les loupe, lent profond est très long, est plus long lors des premiers cycles, et le sommeil paradoxal est plus court, et ça s'inverse lors des derniers cycles le matin. Le sommeil paradoxal va être plus long, et le sommeil lent profond plus court. Donc, on récupère mieux lors des premiers cycles. C'est pour ça que le matin, on se réveille et on se rappelle en général des rêves. La première partie de la nuit est plus riche en sommeil lent profond. Alors, des fois, on se dit, oui, mais je vais faire une grasse mat. Souvent, les jeunes, ou quand on se dit, oh, je vais faire une grasse mat, comme ça, je vais bien récupérer. Non, Walou, vous avez loupé les 2 premiers cycles, c'est mort. Euh, vous aurez des phases de sommeil lent profond qui seront courtes, de toute façon, et vous récupérerez beaucoup moins bien. Et le sommeil paradoxal, onirique, les rêves, où l'activité mentale est intense, le visage est expressif, on peut observer des mouvements oculaires rapides. Cette phase onirique, brève lors du premier cycle, c'est ce que je vous disais, prend de plus en plus de place au fur et à mesure de l'avancement des cycles, jusqu'à 20 minutes lors du dernier cycle. Autre petite info, par exemple, quand on part en compétition, des fois on se lève plus tôt parce qu'on a un déplacement et on s'aperçoit qu'en se levant plus tôt, ben, on est en pleine forme. Et tous les matins, on se lève, il y a le réveil qui nous réveille. En fait, il faut apprendre à se réveiller sans le réveil pour connaître ses durées de cycle. Et quand on n'est pas bien quand on se réveille, c'est qu'en général, on est réveillé au milieu d'un cycle. Donc ça peut être au milieu du sommeil léger, au milieu du sommeil lent, ou au début de du sommeil paradoxal. Par contre, si on est entre deux, eh ben là, boum, quand on se réveille naturellement, on est fin bien et hop, on se réveille sans avoir envie d'appuyer sur le réveil et puis de continuer. On se retourne un petit peu et puis on remonte la couverture. Voilà, donc là, vous avez un petit récap avec le train. Hop.
Alors, qualité, quantité du sommeil, qu'est-ce qui nous fait dire j'ai bien dormi? Bah, bon, déjà, les premiers cycles sont importants ou pas? Ça, oui, bien sûr, on en a parlé. Ben, qu'est-ce qui fait qu'on se réveille bien? Ben, on se réveille sans réveil. On n'a pas envie de rester au lit et on est en forme, tout simplement. Voilà. C'est les meilleurs comment, points pour savoir si on a bien dormi. Quel conseil pour mieux dormir? Ben, avant, faut éviter le sport qui va faire monter le rythme cardiaque. Donc, il faut que le rythme cardiaque, le système cardiovasculaire, tout ça redescend. D'accord? Pendant, ben, il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut pas qu'il fasse chaud. La température idéale, c'est 17 degrés dans une chambre. D'accord? On met un petit peu de couverture pour pas avoir froid. Et voilà. Mais c'est l'idéal. On dort mieux quand il fait froid. Quand il fait chaud, ben, il y a une activation automatique du système cardiovasculaire pour ventiler et pour refroidir le corps. Voilà. Qu'est-ce qui fait que j'ai bien dormi? Ben, je vous en ai parlé, hein. Voilà. Je vous ai passé ça parce que on est que vibration, hein. On a beaucoup de, notre vie est réglée par rapport à des vibrations, beaucoup. Des fois, on a envie d'écouter une musique, on se dit, ouais, elle est super bien, elle m'appelle. Et un autre jour, on n'aura pas du tout envie d'écouter cette musique, on aura envie d'écouter une autre musique. C'est qu'on n'est plus en phase, on n'est plus aligné par rapport à à ces ondes. Et voilà. Et il y a des ondes qui nous permettent de travailler certaines choses. Ils sont plus amènes de nous faire travailler intellectuellement, de faire de la méditation, etc. Voilà. On va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, ça vous oriente un petit peu, ça vous donne des billes par rapport à ça. Il y a également des méditations qui peuvent être faites sur des ondes euh, réparatrices. Le somnambulisme, au début, je l'avais pas mis parce que j'y pensais pas. Puis après avoir eu quelques questions, ben, je me suis dit, allez, hop, zouf, on va l'ajouter. C'est un état entre l'éveil et le sommeil. D'accord? euh, En clair, les somnambules exercent des mouvements et accomplissent des actes, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'il faut. Alors, pas sur tout le monde. On peut réveiller un somnambule, il n'y a aucun souci. D'accord? Ça, c'est de la fausse information. Par rapport au sommeil aussi, il y a certaines disciplines qui sont très fortes dans le sommeil, notamment toutes ces disciplines d'ultra-endurance qu'on voit maintenant, qui ont une gestion de leur sommeil qui est vraiment très pointue. Les navigateurs en solitaire, voilà, ils peuvent pas dormir tranquille 6 heures de sommeil. Donc, on étudie, on leur pose euh, des petits capteurs un peu partout, on étudie leur sommeil et puis ils font des micro-siestes. Donc, de 2 minutes, 3 minutes, on voit où ils récupèrent le moins. Alors, par contre, ce type de vie, faut pas le faire longtemps. Je crois que c'est entre 3 et 6 mois, pas plus. Après, on dérègle complètement le corps. Mais il y a une autre personne très connue, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui est très fort là-dessus et qui fait des périodes de sommeil assez courtes durant la journée. Ça lui réussit bien, il est en train de bonne forme. C'est pas le tout de bien dormir, faut bien manger également. La consommation énergétique du muscle est particulièrement importante quand on fournit quelque chose, un effort. Il devra majorer sa consommation en énergie ainsi qu'en nutriments, vitamines. Le sportif transpire et perd donc aussi ainsi beaucoup de sels minéraux. Le fonctionnement de l'organisme d'un sportif étant plus intense, il s'use davantage et a donc besoin d'être nourri régulièrement. Alors, suivant les disciplines, on transpire plus ou moins, mais aussi suivant les lieux où on se trouve. D'accord? Et par la transpiration, on évacue beaucoup de nutriments. Et si on a une perte hydrique de 2%, cela entraîne une chute à minima de 10%. Ça peut aller jusqu'à 20%, voire plus. D'accord? Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. En petite quantité et régulièrement. Si on a soif et qu'on boit, c'est que c'est un petit peu trop tard. Voilà. Mais surtout pas boire en grosse quantité d'un seul coup. Si on a respecté tout ça, ben, il n'y a pas de blessure. Mais si on ne respecte pas le sommeil ou une mauvaise alimentation, on se blesse. Alors les blessures, pour moi, viennent à 99% de fatigue, de la fatigue. Si on n'est pas fatigué, on ne se blesse pas. Souvent des questions quand je suis avec des footballeurs ou d'autres, des rugbyman ou d'autres disciplines où il y a du contact et il y a beaucoup de torsion.
Ils me disent, ouais, mais moi, je me suis fait une entorse et tout. Oui, mais tu t'es fait une entorse, cette situation où ton corps était, tu l'as fait des milliers de fois. Ou pareil en hand, on fait ça des milliers de fois. Et un jour, ben, voilà, on n'est parce qu'on est fatigué, on a un temps de réaction qui est légèrement supérieur. C'est pas énorme, mais ça suffit pour la blessure. Voilà. Donc là, c'est simplement un petit rappel, élongation, déchirure, rupture, c'est par rapport aux muscles. On voit un petit peu, hein, élongation, déchirure, rupture. Alors, il faut 3 semaines pour se soigner. On ne se soigne pas tout seul en prenant des médicaments. On va voir un toubib qui nous prescrit de la kiné. Et le kiné, normalement, il utilise un peigne, ce que je n'utilise plus depuis pas mal de temps, mais il utilise un peigne pour lisser les fibres musculaires. D'accord? Ils sont alignés et quand on a une élongation, une déchirure, pic, elles se mettent comme ça. Alors le corps humain est bien fait, hein, mais il va cicatriser. Mais s'il cicatrise comme ça, eh ben, après, ça va péter à côté beaucoup plus facilement. Donc, il réaligne les fibres et après, une fois que c'est cicatrisé, on fait de la rééducation. 3 semaines. Voilà. Ne pas anticiper. Et si on a une blessure, c'est qu'on est fatigué. Le corps, il nous parle. Notre meilleur atout, c'est le corps. Il faut l'écouter. C'est notre véhicule. Il faut en prendre soin. On peut avoir également des entorses. Donc là, c'est ligamentaire. Donc, pareil, rebelote et disodère, hein, c'est la moyenne, la bénigne, après moyenne et la rupture. Voilà. Alors, bien sûr, on se rend bien compte que quand c'est une rupture, c'est beaucoup plus long. Et les fractures, donc, qui peuvent être ouvertes, où là, c'est assez grave. Vous n'avez pas trop de. Ça va être plus être des tendinites, je pense, vous, des choses comme ça. Hein. C'est vrai que le portable, c'est vraiment un fléau. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais oui, les écrans retardent l'endormissement. Donc, c'est important. Si on est sur un écran, ben, ça va retarder d'autant plus l'endormissement. Ce qui se fait maintenant de plus en plus, qu'on voit dans les stages, quand j'interviens dans des stages de regroupement, c'est que ils prennent chez les jeunes, ils prennent les portables. Ils disent, ben, les portables, là, vous les récupérez demain matin. Je dirais que c'est après, ça fait partie de l'éducation, mais c'est effectivement très compliqué, mais même pour la nourriture. Quand on est dans des structures de haut niveau, alors je dirais que les structures de haut niveau sont actuellement au point sur l'accompagnement. C'est quand on est à l'accession du haut niveau, où on est dans des demi-structures, où on s'entraîne beaucoup, mais on n'est pas dans une structure, on n'est pas bien accompagné. Il y a les parents qu'il faut éduquer, les entraîneurs aussi, il y a beaucoup de travail. Et c'est compliqué justement dans cet entre-deux d'arriver à ce que les jeunes mangent correctement et dorment correctement. Alors, vous n'avez pas cette problématique de catégorie de poids, mais quand il y a des problématiques sur les catégories de poids, les pertes de poids, tous les sports de combat, mais également la gymnastique, où là, bah, elles font attention, elles sont pesées, c'est vraiment faut être vraiment très vigilant, surtout qu'elles sont en période de pleine croissance. Donc, il peut y avoir vraiment des perturbations sur les cycles, un retard. Et quand on sait que c'est avant 16 ans qu'on construit son potentiel au niveau des os, il faut vraiment faire très, très attention. Mais c'est pas évident. C'est informer et faire prendre conscience aux jeunes et aux entraîneurs, aux cadres de cette problématique. Le plus dur, c'est de capter l'attention des parents. Parce que les parents, quand il y a des problématiques de poids, oh, tu vas manger mon titi ou ma petite, faut pas te laisser abattre, voilà. Ou ben, les parents, ils rentrent tard, ils n'ont pas le temps de préparer. Voilà, c'est compliqué. Oui, alors sont demi-pensionnaires, il n'y a pas l'alimentation adaptée par rapport à la quantité d'énergie qu'ils fournissent. J'ai pas parlé également, j'entraînais dans un pôle sur les minéraux, les vitamines. Systématiquement, au mois de fin novembre, je faisais faire une prise de sang. Parce que nous, en lutte, les championnats étaient au mois de février et mars. Donc, il y a certaines carences qui mettent beaucoup de temps à être comblées. Donc, il y en a, c'est assez rapide, d'autres, c'est un peu plus long. Et on peut pas donner ah ben, je suis fatigué, je vais prendre ça. Non,
On faisait des prises de sang. Et suite aux prises de sang, ben, on savait s'il manquait des minéraux ou s'il manquait des vitamines. Et en fonction de ça, c'était prescrit par le médecin de prendre tant de vitamines ou tant de minéraux. Voilà, pour pallier les carences des jeunes athlètes. Voilà. Alors en fait, bien sûr, quand dans les stages, quand ils prenaient les portables, il y avait, franchement, il y avait vraiment aucun problème parce que ça a été travaillé en amont. On fait pas ça du jour au lendemain, ils n'arrivent pas et puis on leur dit ah on va vous prendre des portables. Ils le savent. Euh, et après c'est une éducation. Après 18 ans, il n'y a plus ça. Hein. C'est après ils sont majeurs, on va pas dire bah, tu me donnes ton portable. C'est pour que ça rentre et puis pour éviter les dérives de se coucher tard. Alors effectivement, il y en a qui ont besoin de se dépenser énormément après avant une compétition. Il y en a, ils vont être obligés de se retrouver dans un endroit clos et puis méditer, par exemple. D'autres, ils vont avoir besoin de courir avant. Chacun est différent, mais il y a un cadre quand même il y a un protocole commun, je dirais, pour réussir une compétition. Sur le principe, on va pas faire la fête avant, on va pas manger comme des ogres, après, il y en a qui vont manger certains aliments, d'autres aliments, d'autres vont boire un peu plus, d'autres un peu moins. Après, chacun se connaît, mais on donne un cadre au départ. Et après, quand les gens sont adultes et qui sont athlètes de haut niveau, ils ont des entraîneurs, ils ont un suivi et ils se connaissent. Et c'est l'important justement. La compétition sert à ça, c'est que la compétition sert à valider ce qu'on fait à l'entraînement et de faire des compétitions. Ben, il n'y a pas que la compétition en elle-même, il y a tout l'environnement qu'il faut appréhender. Le voyage, est-ce qu'on a pris les bonnes affaires, est-ce qu'on a pris le bon matériel, comment je prépare mon matériel, est-ce que j'ai confiance en mon entraîneur, je lui confie ou pas, je regarde l'environnement, je me l'approprie. Il y en a, ils arrivent quelque part, que ce soit n'importe où, ils vont prendre leur pistolet, leur carabine, boum boum, il n'y a aucun problème. D'autres, ils ont besoin d'appréhender le lieu, donc il faut peut-être arriver un jour avant, je sais pas, mais voir. C'est vraiment différent. Suivant chaque athlète, on est tous différents, heureusement, mais il y a quand même un cadre commun où, ben ouais, en règle générale, voilà, il faut bien manger, bien dormir pour être en forme, quoi. Pas trop se fatiguer avant. Il y a une certaine préparation. Faut pas faire des entraînements longs et intensifs avant une compétition. Voilà, faut avoir les crocs comme quand on va en compétition. Faut avoir envie. Donc, on freine un petit peu la pratique. Voilà, pour que la personne ait envie. Voilà, il y a plein, mais c'est vrai, c'est un sujet qui est riche, qui est vaste. Et puis, on avance, hop, on recule, hop, on avance, ah, là c'est la bonne. Et puis, voilà. Puis, alors par exemple en tir, mais c'est dans toutes les disciplines, on a des champions exceptionnels qui sortent du lot, mais parce qu'ils ont une façon bah, de tirer, de se positionner, de se préparer, mais elle peut pas coller aux autres athlètes parce que ils sont à part. Ils ont peut-être un mental qui est complètement différent, un physique qui est complètement différent. Donc, on peut prendre d'eux, se nourrir d'eux, mais on peut pas coller complètement. Et c'est des fois le défaut qu'il y a dans les entraîneurs de haut niveau, qui sont passés d'athlètes de haut niveau à entraîneurs de haut niveau, sans passer par la case entraînement et se rendre compte de tout ce qu'il y a, parce qu'ils ont oublié, logiquement, puisque c'est loin, tout ça. Mais ouais, ouais, ça, voilà. Donc, si on a respecté tout ça, ben, on se blesse pas, comme on a vu. Ma foi, on arrive quand même à se blesser, malheureusement. Et ben, quand on est blessé, eh ben, pour pas louper une compétition importante, on va prendre des médicaments. Et puis, eh ben, comme on prend des médicaments, ben, on arrive à passer la compétition et puis on réussit. Et puis on se dit, ah ben, bon, la prochaine fois, ben, on fait pas gaffe et puis on n'écoute plus son corps et on prend des médicaments de plus en plus et on peut tomber dans une addiction. C'est un raccourci que je fais. Hein. Je n'allais pas dire que, voilà, systématiquement, mais ça peut être un raccourci qui va amener à l'addiction. Voilà. C'est là-dessus qu'il faut être simplement vigilant. Donc, on va voir un petit peu le processus de l'addiction. Qu'est-ce que l'addiction? Ça procure du plaisir systématiquement. Ça soulage un mal-être intérieur. Si on s'est blessé, si on une addiction, on comble quelque chose, on comble un vide quand on a une addiction. Donc, combler un vide, c'est que
il y a un malaise intérieur. Donc, si on trouve son malaise intérieur, l'addiction, elle disparaît. Quand les gens sont amoureux, ils mangent plus. Hein. Ils sont fin bien. Voilà. Ils ont oublié leurs soucis intérieurs. Ils sont focalisés par leurs émotions. Caractérisés par l'échec répété de son contrôle. Moi, j'arrête quand je veux. Le chocolat, j'arrête quand vous voulez. Vous me le dites, j'en prends plus. Voilà. Alors, on va voir après. Sa persistance en conséquence des conséquences négatives, pardon, en dépit des conséquences négatives, les gens qui boivent, qui fument, enfin toutes les addictions, c'est pas bon une addiction. Eh ben, on sait qu'on va droit au mur. Hein. Voilà, personne qui fume, ben, cancer, personne qui boit, cirrhose, etc. Et on a vu, hein, Obélix, lui, en avait pas besoin, mais voilà. En fait, ça, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, ah oui, une addiction, combien de temps on peut arrêter, on peut se dire qu'on n'est pas dans une addiction? Il faut arrêter combien de temps? Minimum 3 semaines, un mois. Donc les gamins, quand ils sont avec leur portable, tout ça, on parle d'addiction, il n'y a pas que ça, hein. Il y a le portable, il y a les jeux vidéo, le sucre, voilà, tout est en général. Ben, on se dit, allez, 3 semaines, un mois. Alors bon, bah là, on voit, c'est pour montrer différentes addictions. Hein. Alors quelques chiffres. 30% de la mortalité est liée aux addictions avant 65 ans. 800 000 hospitaux. Pareil que hier, les chiffres, il faudra que je revoie parce que je crois qu'il y a certains chiffres qui commencent à dater un peu. 800 000 hospitalisations annuelles sont liées à la consommation d'alcool, mais bon, ça donne une idée quand même. 75 000 décès sont liés au tabac chaque année. Hop, 50% des faits de délinquance sont liés aux addictions. Bah oui, parce que quand on est addict à quelque chose, on devient très violent quand on n'a plus ce produit ou cette substance, d'accord? Donc, 49 000 personnes meurent des conséquences de l'alcool chaque année en France. Ils chutent vers le bas. Usage, tout commence par l'usage occasionnel festif. Là, c'est un peu orienté bien par rapport aux jeunes, mais c'est pour, comme ça, on appréhende un peu la problématique. On commence par curiosité ou pour faire partie d'un groupe. Rappelez-vous, mal-être intérieur. Des jeunes, ils sont en pôle et ils sont tout seuls au milieu d'un groupe et puis ils sont en pôle, donc ils veulent réussir. Le groupe, ah ben tiens, samedi soir, on sort, est-ce que tu veux venir? Non, non, je travaille et tout. Ok, ça se passe. La semaine d'après, rebelote. Et puis au bout de 2, 3 semaines, eh ben, la personne s'aperçoit qu'elle est un peu mise à l'écart parce que à chaque fois qu'ils rentraient de leur soirée, oh, purée, ils avaient des souvenirs, oh, on a fait ça, on a bien rigolé, etc. Tac. Il y a une dynamique de groupe qui se fait. Et puis, ben, la personne se retrouve toute seule. Donc, mal-être intérieur qui commence. Donc, pour éviter ce mal-être, elle va faire partie d'un groupe. C'est pareil, hein, c'est pas du systématique, hein, c'est voilà, voilà. Donc, c'est la fête. Abus. Alors là, si le cerveau repère des bénéfices, désinhiber sa sexualité avec l'alcool ou fuir la réalité avec la cyberdépendance, etc., il aura tendance à répéter les prises ou les comportements pour retrouver les mêmes effets. C'est le cerveau hein, qui fait ça. L'être humain, c'est un gros feignasse. Il va à ce qu'il y a de plus facile et de ce qui lui apporte du plaisir. Donc, si il repère ce plaisir, le cerveau, ping, il le note tout de suite. Et la prochaine fois, il va dire soirée, tac, égale, je me suis amusé. Donc, hop, je me suis amusé, mais parce que j'ai bu un petit coup. Voilà. Et des abus, après, on vient à la dépendance. C'est au fil des abus que nos cellules cérébrales vont se modifier. Le cerveau réclamera de consommer à nouveau. C'est ainsi que nous passerons de l'envie, qui est occasionnelle, au besoin. Et là, c'est la dépendance. Les critères. Passer de l'envie au besoin, perte de choix et de contrôle, on ne contrôle plus rien, plus de choix. Ne plus pouvoir se passer du produit ou du comportement. Alors, pendant que j'y pense, parce que je vais oublier, perte de choix ou de contrôle. Alors, en sport, est-ce qu'on peut être addict au sport? Ouais, la bigorexie. D'accord. Il y a des gens, ils oublient leur famille parce qu'ils ne pensent qu'au sport.
Ils vont courir le matin, ils vont au boulot, ils vont faire du sport entre midi et deux. Le soir, ils rentrent, ils vont faire du sport, ils font du sport, ils font du sport. Et puis la famille, petit à petit, n'existe plus. Puis l'autre, le conjoint ou la conjointe, dit eh, je suis là. Hein, ah oui, tu es là, mais bon, c'est trop tard. Voilà. Donc, c'est une addiction. Ne plus pouvoir se passer du produit ou du comportement, on l'a vu. Ne plus pouvoir arrêter malgré les conséquences dramatiques. J'insiste, mais c'est parce qu'il faut insister. Et puis, voilà. L'addiction monopolise l'esprit 24 heures sur 24. État de manque en cas d'arrêt. Impossibilité spontanée d'un cerveau de revenir à son état initial, c'est-à-dire à l'état antérieur à l'addiction. D'où les services addictologiques qui, malheureusement, dans les hôpitaux, sont de plus en plus débordés, euh, parce qu'il faut se soigner, il faut prendre des médicaments, etc., etc. Une authentique maladie du cerveau, hein, c'est ce que je vous ai dit, comportement, agissement, et c'est parfois irréversible. Donc là, c'est une redite, hein, vous l'aurez. Le cerveau est malade. Alors, les dépendances par rapport aux drogues licites, tabac, alcool, médicaments, et drogues illicites, cocaïne, héroïne, etc. Les dépendances comportementales, on a vu, les ordinateurs, anorexie, tac. Alors, c'est pas parce qu'on est maigre qu'on n'est pas boulimique, d'accord? Il y a des boulimiques qui sont maigres parce qu'ils se font vomir. Écart de dangerosité, on l'a vu. Sommes-nous tous prédisposés à la dépendance? Ben, bien sûr. Parce on en parlait hier du seuil de tolérance. On a tous un seuil de tolérance qui est différent. Et par rapport à une émotion, eh ben, on va réagir différemment. Donc, on peut se retrouver vraiment au fond du trou suite à un événement. Et pareil, il ne faut pas avoir de jugement. Il faut accompagner les gens. Alors, j'ai travaillé avec des SDF. Euh, le point commun de tous ces gens, parce qu'ils sont tombés dans la dépendance et dans une addiction, soit la drogue ou l'alcool, c'est la rupture familiale. Parce que le lien familial, c'est le dernier lien qu'on peut avoir. On perd tout au départ. On peut perdre beaucoup de choses, son emploi, etc. Mais si on perd sa structure familiale, ben, il n'y a plus personne derrière pour nous tenir en aide. Et tous, c'est vraiment un point commun, c'est ça. Ils sont tous retrouvés là à cause de ça. Et il y a de plus en plus de jeunes, malheureusement. Et voilà, on parle de choses. Et après, on tombe sur les activités physiques, le dopage, etc. Tout ça, si on n'a pas respecté tout ça, ben, on tombe sur le dopage, addiction, dopage. Voilà. Vous connaissez Pantani, beaucoup de personnes voilà, sont tombées dans des addictions et de dopage et n'ont pas pu en sortir. Voilà, alors les activités physiques, ce que ça apporte, hein, euh, l'endorphine, c'est pour ça que quand on a un petit peu des douleurs, qu'on va faire une activité physique, ben on, on produit des endorphines et ça va faire baisser la douleur. En plus, on fait circuler le sang et ça hydrate et ça nourrit toutes les articulations, le cartilage notamment, qui a besoin d'être nourri. Alors, le dopage. Utilisation de substances ou méthodes inscrites dans la liste des substances ou méthodes interdites définies par l'AMA. Tous les ans, l'AMA donne une liste qui évolue. Voilà. Et ça améliore la performance sportive. Dopé, en fait, ça vient au départ ça vient de l'industrie. On s'était associé des métaux entre eux pour doper justement leur qualité. D'accord? L'or, c'est chamallow un peu. Donc, des fois, l'or, on l'associe à autre chose, l'aluminium. Voilà, on associe des métaux entre eux pour qu'ils soient beaucoup plus résistants. Et le dopage, ça vient de ça. Première loi sur le dopage, 65. D'accord? Et puis, comment? Une ministre des Sports qui a fait énormément avancer la notion de dopage, c'est Marie-Georges Buffet, en 99. Suite à l'affaire Festina, qui, à l'insu de son plein gré, a fait avancer quand même le dopage.
Alors, liste des interdictions, c'est divisé en 3 catégories. Substances et méthodes interdites en permanence, substances et méthodes interdites en compétition, de telle heure à telle heure, substances interdites dans certains sports, type alcool dans l'automobile. Voilà. Dans les années 80, il y avait des gens qui arrivaient très très imbibés et de plus en plus imbibés parce ils avaient un phénomène d'accoutumance. Et donc ça devenait hyper dangereux pour eux et pour les autres. Et c'est pour ça que ça a été interdit. Maintenant, les tests ne se font pas forcément, mais en tout cas, c'est un procédé qui est interdit. Il y a le principe de responsabilité objective. Chaque sportif est responsable des substances interdites décelées dans ses échantillons, indépendamment de la manière dont la substance s'y est retrouvée, intentionnelle ou non. Suite aux différents cas qu'il y a eu, il m'a massé, ou j'ai pris telle pommade, on m'a donné, non, c'est bon, t'es majeur, t'es vacciné, voilà. Dangerosité des substances et méthodes interdites. Certains produits entraînent une grande dépendance physique et ou psychique chez le consommateur. D'autres sont des médicaments, EPO, hormones de croissance, insuline, dont l'administration abusive ou le détournement d'usage est à l'origine d'effets secondaires négatifs pour l'organisme. Avant, on parlait que de dopage humain, mais il y a le dopage mécanique maintenant aussi. J'ai oublié de parler au départ. Voilà. Je pense que vous, dans votre discipline, je ne sais pas si ça peut arriver, mais vous contrôlez il y a un poids qui est réglementé, voilà, des choses comme ça. On pourrait aller jusqu'à, par exemple, les perches avec des matériaux, en vélo électrique, mais voilà, il pourrait y avoir plein de choses. En athlée, il pourrait y avoir des chaussures avec un type de ressort. En natation, les combines ont été arrêtées. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Stéroïdes, androgènes et autres anabos. Ils augmentent la masse musculaire, mais aussi l'agressivité. La testostérone et ses dérivés synthétiques sont les représentants majeurs de cette classe. Les stimulants, ils agissent sur le système nerveux central et favorisent l'état de vigilance. Ils possèdent les risques de toutes les substances actives sur le psychisme, nervosité, agressivité, troubles cardio, tac. C'est le cas de la cocaïne. Alors les stimulants, ça on retrouve dans beaucoup de disciplines. Diurétiques, ils entraînent un état de déshydratation, donc on le retrouve dans toutes les disciplines de combat où il y a des catégories de poids, mais pas que. On retrouve également dans le culturisme. Voilà. Ah, ils sont partout, ceux-là, ils sont omniprésents. Corticoïdes, naturels ou de synthèse, ils diminuent la douleur et l'inflammation et sont euphorisants. Leur utilisation entraîne une fragilité des tendons et des muscles, des troubles cardiovasculaires, du sommeil, etc., etc. Pareil, la prise de masse musculaire dans les blessures, dans certaines disciplines, on cherche à se muscler, mais bon, après on va changer de catégorie. Mais le corps, il est fait, nos tendons, eux, ils augmentent pas, c'est les muscles qui augmentent. Donc le muscle augmente et la tension va être supérieure et bing, les tendons pètent. Donc voilà. Voilà, les corticoïdes, malheureusement, c'est ce que je disais, on est blessé, allez hop, un petit corticoïde et on ne sent plus la douleur. Sauf qu'on a une petite élongation, on ne sent plus la douleur. On se frappe un petit coup, mais lors d'un effort violent, le strap, walou, il ne sert plus à grand chose. Et puis, bing, ça pète et voilà, un petit peu plus loin. Hormones peptidiques et assimilées, véritables messagers physiologiques. Elles possèdent un système d'autorégulation à l'intérieur de l'organisme afin de respecter l'équilibre hormonal. Elles entraînent une dérégulation physiologique interne avec des conséquences à court et long terme. Effets secondaires de l'EPO sont la survenue d'accidents cérébraux, hypertension, embolie pulmonaire. On retrouve souvent les problèmes cardio. Alors, des chiffres. Agence française, AFLD, Agence française de lutte contre le dopage, 12 000 prélèvements réalisés et 164 prélèveurs formés. Alors, les Jeux Olympiques, hein, mais c'est plus, voilà, là, c'est pour vous montrer la différence de physique aussi sur une athlète. Florence Griffith-Joyner, championne olympique, etc. Elle avait arrêté 2 ans. Elle reprend la compétition et elle bat son corps du monde n'a encore jamais été battu.
et elle avait gagné 1 seconde en peu de temps sur 100 mètres, donc ce qui est énorme. Elle est décédée en 98, à l'âge de 39 ans. Il y avait une étude qui avait été faite sur les athlètes américains, des jeunes. Vous prenez des produits dopants et vous êtes champion olympique, mais vous allez mourir moyen terme, voire court terme. Est-ce que vous prenez quand même des produits? Ouais, voilà. Parce que quand on est jeune, c'est là où il faut vraiment faire vraiment de la prévention, en parler. Bah, quand on est jeune, on pense pas. Vieux, c'est dans très, très, très longtemps. Alors que non. La lutte antidopage, 3 leviers, la sensibilisation, l'information et la formation. Chaque fédé travaille dessus. Un réseau de partenaires, l'escorte. Lorsqu'il y a un contrôle antidopage, il y a une escorte pour expliquer à l'athlète qui va être contrôlé, bah, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça, etc., etc. Elle le suit, d'où l'escorte. Voilà. Suivi longitudinal a été mis en place pour les sportifs inscrits dans le groupe cible. Ils doivent renseigner un logiciel, Adams, pas la famille, hein, le logiciel. Alors, ils doivent tous les trimestres dire où ils se trouvent. Compétition, vacances, entraînement, etc. On doit pouvoir les localiser pour pouvoir aller faire un contrôle inopiné à n'importe quel moment. Voilà. Tony Woka, je ne sais pas si vous connaissez le boxeur qui a été rattrapé par la patrouille avec ça. 2 fois, on ne l'a pas vu. On s'est dit, bon, bah, c'est sûr qu'il ne sera pas là la troisième fois. L'AUT, autorisation unique à but thérapeutique. Voilà. Ça peut être rétroactif. On a une grosse maladie. Pourquoi? Parce qu'on serait malade, on ne pourrait pas faire de la compétition et prendre des produits qui sont obligatoires par rapport à cette maladie. Donc, le cas est étudié et puis validé ou pas. Et si c'est validé, l'athlète doit toujours avoir cet AUT avec lui et lors d'un contrôle, il présente cet AUT. Voilà. Au moins, quand les échantillons seront analysés à Châtenay-Malabry, eh ben, il y aura pas de souci. Le suivi médical réglementaire, dans les 2 mois, la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, il doit y avoir un examen médical. Voilà. Déroulement d'un contrôle antidopage. C'est hyper, euh, c'est hyper strict parce qu'il y a tellement eu de recours, de choses comme ça, que le médecin, lui, il fait plus rien. En fait, il donne la convocation, il explique tout. Il y a les scores qui suivent l'athlète. Et quand l'athlète arrive, ben, le médecin il lui dit ben voilà, vous allez prendre un échantillon. Il a le choix dans les échantillons. Alors si c'est urinaire, hein, il va remplir un petit récipient urinaire. C'est lui qui le remplit. Il met dans deux récipients différents pour une analyse. S'il conteste, il y a une contre-analyse. Voilà, et tout ça va être envoyé à Châtenay-Malabry pour analyse, et puis il aura un retour, euh, savoir s'il y a quelque chose ou pas. Tout le monde peut être contrôlé. Il y a des contrôles antidopage qui sont faits par rapport aux prises de sang. Et là, si c'est une prise de sang, si c'est un mineur, il faut l'autorisation parentale. On peut être contrôlé chez soi. Il y a des horaires à respecter. J'ai le fils d'un copain qui était sur la liste cible. Il a été contrôlé à 8 heures du matin, un dimanche. Donc il me dit, j'entends soleil, il me dit, c'est le père, hein. Il dit, oh, qu'est-ce que c'est et tout. Il va ouvrir. Ah bah c'est pour un contrôle antidopage. Bon, bah, ok. Dimanche matin, il était content. Il a réveillé le gosse et puis, allez. Il n'a pas laissé finir son cycle de sommeil. Ouais, non, il l'a perturbé en plus en plein milieu. Il était ronchon après. Ben oui. Compléter surtout, c'est que moi, j'ai assisté à des contrôles antidopage sur des championnats nationaux de bench press pour rentrer dans notre discipline. C'est surtout pour dire que ça concerne vraiment tous les championnats de France, Ouais. toutes les populations qui participent à des compétitions. On a toujours l'impression que c'est que le haut niveau ou que les disciplines olympiques. Mais surtout, donc c'est important de pas se doper, ça c'est sûr.
Et aussi sur les AUT, de faire le nécessaire, parce qu'il y a des personnes qui sont même d'un certain âge, qui prennent des produits, Ouais. et il faut les déclarer, parce que même si on a l'impression qu'on ne se fera pas avoir, et qu'on ne prend que pour notre santé Oui, personnelle. personnel, ouais, ouais. Ah ouais, aucune limite d'âge, il n'y a pas de lieu précis, ça peut être vraiment, on peut être vraiment contrôlé partout, quoi. Et un contrôle antidopage urinaire, vous savez combien ça coûte à peu près? 500 balles. Faut payer le médecin, le déplacement, les horaires, les échantillons, l'analyse des échantillons, et puis ça a un coût. Ministère. Ou si c'est la fédération internationale qui demande, c'est la fédération internationale qui paye. Non, mais le coût, c'est non, non, c'est Non, pas. non, Non. c'est pas C'est que lui, ça va être disciplinaire et ça peut être pénal après. une sanction disciplinaire et pénale aussi, Le bien sûr. pénal peut arriver après quand il y a des trafics, quand c'est des jeunes, etc., etc. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Je vous avoue que ça fait longtemps que je suis pas venu à la procédure. Voilà, notification au service, au sportif. Tac, tac, tac. Il n'a pas le droit de partir. S'il ne se présente pas, il est considéré comme dopé. Voilà. Accueil au poste de contrôle, choix d'un gobelet de recueil. Il doit pouvoir choisir. S'il peut pas choisir, il peut annuler. Observation de la miction par un contrôleur. Donc ça, ben voilà, ça peut. Moi, je préviens souvent, hein, buvez. Par contre, n'allez pas faire pipi quand vous sortez de votre match ou tout ça. Si vous savez que vous allez être contrôlé, parce que des fois, ça dure jusqu'à minuit, 1 heure. Hein. Donc nous, c'est le truc qu'on refile à. C'est pas le bon bébé hein, pour refiler ça. Hein. Après, il y a une quantité minimum d'urine et puis il y a le pH aussi qu'on vérifie parce que si c'est trop dilué, ben on ne pourra pas déceler certaines substances. Voilà. Répartition des deux échelons, hein, des deux échantillons, pardon. Mesure de la densité urinaire et automatiquement à la fin sur le formulaire, le médecin demande au sportif est-ce que tout s'est bien passé? Oui, eh ben ça tombe bien, tu l'écris, tout s'est bien passé et tu signes le formulaire pour pas qu'il y ait de recours derrière. Ils n'ont pas le choix. Alors, il y a des antennes médicales de prévention du dopage. Normalement, quand une personne a été contrôlée, avant de reprendre la compétition, elle doit passer par cette antenne médicale. Et puis, cette antenne médicale propose également, voilà, les gens peuvent appeler, il y a un numéro pour avoir des renseignements. Sur l'antenne médicale de BFC, c'est un addicto, un collègue infirmier qui est addicto et qui s'en occupe. Voilà, et puis je vous ai mis quelques petits chiffres à la fin, avec le nombre de dossiers, voilà. C'est difficile d'avoir les derniers chiffres. Hein. On a tout le temps des chiffres qui sont assez loin. Et puis, voilà, des petits liens